All rise, veuillez vous lever. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles de tribunaux pénaux est ouverte. Please be seated. Well, good morning to everyone. We will La présidente, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre l'audience. Pour commencer, j'aimerais savoir si messieurs Stanisic et Simatovic nous entendent dans une langue qu'ils comprennent. Je pose d'abord la question à monsieur Stanisic. Monsieur Stanisic, pouvez-vous suivre le procès dans une langue que vous comprenez? Veuillez brancher votre microphone, s'il vous plaît. Monsieur Stanisic, excusez-moi. Oui, Madame la Présidente, oui. La Présidente, merci beaucoup. Monsieur Simatovic, pouvez-vous suivre la procédure dans une langue que vous comprenez? Monsieur Simatovic, oui. Madame la Présidente. La Présidente, merci beaucoup. Nous allons donc poursuivre nos travaux. Nous commençons par la présentation des parties au procès. L'accusation d'abord. L'accusation, bonjour. Mesdames et messieurs les juges, je m'appelle Laurel Bake, je représente l'accusation avec mes collègues Grace Harbour, notre commis à l'affaire Janet Stewart et Madame Christine Keller, et Sarah Horn, Alison DeBurn et Raphaël Braga de Silva ont également assisté au débat hier. Je tiens à le souligner pour les besoins du compte-rendu d'audience. La Présidente, merci beaucoup. La défense de M. Stanisic, s'il vous plaît. Maître Jordache, bonjour, mesdames et messieurs les juges. La défense de M. Stanisic est représentée par moi-même, Wayne Jordache, ainsi que par Joseph Holmes, Ruby Axelson, Franchetti Venkaman et Maria Teresa Gokay. La Présidente, merci beaucoup. La défense de M. Simatovic, s'il vous plaît. Maître Bakrach, bonjour, mesdames et messieurs les juges. Bonjour à toutes et à tous dans la salle d'audience. La défense de M. Simatovic est représenté par moi-même, Mikhailo Bakrach, ainsi que par Vladimir Petrovitch. La Présidente, merci beaucoup. Nous allons maintenant reprendre nos travaux. Nous allons d'abord entendre les arguments de l'accusation. Vous avez 1 heure pour présenter votre exposé. L'accusation. Merci, mesdames, messieurs les juges. De 1991 à 1995, Stanisic et Simatovic étaient des fonctionnaires haut placés au sein du service de la sûreté de l'État serbe. Et les éléments de preuve montrent qu'au cours d'une période de presque 5 années, Stanisic et Simatovic se sont servis à de nombreuses reprises de ressources appartenant à la sûreté de l'État, dont leur unité de combat d'élite, pour aider les autres forces serbes impliquées dans les opérations de nettoyage ethnique à réaliser le projet criminel commun consistant à chasser les non-serbes de vastes portions du territoire de la Croatie et de la Bosnie. Malgré l'étendue de leur contribution, Stanisic et Simatovic ont été déclarés coupables d'avoir aidé et encouragé les crimes de meurtre, de persécution, d'expulsion et du transfert forcé sur le territoire d'une seule municipalité, celle de Bosanski-Shamac. Si les erreurs énoncées dans le mémoire d'appel de l'accusation n'étaient pas commises, Stanisic et Simatovic auraient été déclarés coupables d'avoir participé à une série beaucoup plus étendue de crimes. Aujourd'hui, dans mon exposé oral, je vais me concentrer sur 3 sujets principaux. D'abord, le fait que la Chambre de première instance n'a pas apprécié les contributions apportées par Stanisic et Simatovic au projet criminel commun dans sa totalité.
Cela constitue notre moyen d'appel 1A et après avoir présenté les erreurs de droit qui ont été commises, je vais parler des questions que vous avez posées au sujet de la participation à l'entreprise criminelle commune. Ce sera la partie la plus longue de mon exposé. En deuxième lieu, je vais parler des erreurs commises par la Chambre de première instance lorsqu'il s'agissait d'apprécier la responsabilité pénale découlant du fait d'avoir aidé encouragé. La Chambre de première instance s'est focalisée à tort sur une seule municipalité en fermant les yeux sur ses propres conclusions relatives à l'implication de Stanisic et Simatovic dans d'autres localités. C'est notre moyen d'appel numéro 2 et je vais répondre à vos questions dans la mesure où elles concernent l'aide et encouragement. En troisième lieu, je vais parler des erreurs commises par la Chambre de première instance lorsqu'elle a apprécié l'intention dont étaient animés les accusés. C'est notre moyen d'appel 1B. Je n'ai pas l'intention de parler de nos moyens d'appel 1C et 2C. Je souhaite tout simplement préciser quelle est la mesure demandée par l'accusation. Nous demandons à la Chambre d'appel de confirmer que la Chambre de première instance a outrepassé ses pouvoirs lorsqu'elle a imposé une procédure non nécessaire qui a bloqué la stratégie de l'accusation. Ceci est important pour l'héritage du mécanisme, puisque les précédents établis ici sont suivis par d'autres tribunaux. Alors, pour commencer, je vais parler des erreurs qui ont été commises par la Chambre de première instance lorsqu'elle a apprécié la contribution requise s'agissant de l'entreprise criminelle commune. Dans mes arguments oraux, je vais insister sur deux erreurs qui ont été commises et qui touchent de près aux questions posées par la Chambre d'appel. Je vais commencer par notre branche de moyens d'appel 1AI, petit i. Mesdames et messieurs les juges, le droit applicable en ce qui concerne les contributions à l'ECC est clair. Dans l'arrêt Mladic, le mécanisme a confirmé encore une fois qu'une contribution est définie comme tout comportement permettant de réaliser un projet ou un objectif criminel commun. Je renvoie au paragraphe 179 de cet arrêt. C'est pourquoi la Chambre d'appel dans cette affaire a conclu au paragraphe 82 de l'arrêt qu'une chambre de première instance se doit d'abord de déterminer l'existence et l'étendue du projet criminel commun et avant de décider si le comportement des accusés a contribué à la réalisation de ce projet. La chambre de première instance a commencé son analyse comme il se doit. D'abord, elle a déterminé l'existence et l'étendue de l'entreprise criminelle commune. Au paragraphe 379, il a été conclu qu'au moins à partir du mois d'août 1991, il existait un projet criminel commun visant à chasser de force et à jamais les non-serbes de vastes portions du territoire de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, par le biais de la commission de crimes de persécution, de meurtre, d'expulsion et du transfert forcé. Ce projet comprenait, mais ne se limitait pas, aux événements précis énumérés dans l'acte d'accusation. Donc, ce projet aurait dû représenter le point de référence lorsqu'il s'agissait de décider si un comportement peut être vu comme une contribution. La Chambre de première instance aurait dû se poser la question suivante. Est-ce que le comportement de l'accusé a contribué à la réalisation de ce projet? Or, au lieu de se conformer au droit applicable et établi, la Chambre de première instance a systématiquement refusé de tenir compte de toute contribution si celle-ci n'était pas liée ou relative à des événements précis énoncés dans l'acte d'accusation. C'est un critère beaucoup trop sévère. Et c'est en raison de cette erreur de droit que la Chambre de première instance n'a pas tenu compte des contributions apportées par Stanisic et Simatovic au projet criminel, comme nous l'avons souligné dans notre mémoire.
Pourtant, le droit applicable est clair sur ce point. Je vais être très précise. Une personne ne peut être déclarée coupable que pour des événements criminels énoncés dans l'acte et reprochés dans l'acte d'accusation. Ces événements, nous les désignons souvent par le terme de crime sous-jacent. Mais une personne peut contribuer de plusieurs façons différentes s'agissant d'un seul événement énoncé dans l'acte d'accusation. Et une personne peut être tenue pénalement responsable d'un crime sous-jacent en tant que membre de l'entreprise criminelle commune qui a apporté une contribution importante à la réalisation du projet criminel commun partagé. Cette distinction n'est pas forcément importante dans toutes les affaires. Par exemple, dans les affaires où les crimes sous-jacents coïncident avec l'objectif criminel commun. C'est pourquoi, dans la jurisprudence, on fait parfois référence au crime. Mais ce qui compte, au bout du compte, et le droit applicable est clair sur ce point, c'est que le critère important pour définir une contribution est de savoir si un comportement permet de réaliser le projet criminel commun et non pas s'il s'agit d'une contribution directe à un crime particulier. La Chambre d'appel du TPIR a rejeté les arguments de Nirombatse selon lesquels les contributions à l'ECC devaient être liées à un crime spécifique. Et je vais vous présenter un diapositive avec une citation de cette affaire. Donc, la Chambre d'appel de TPIR a expliqué que la Chambre de première instance n'était pas tenue de conclure que Nirombatse avait contribué à chaque acte criminel, mais tout simplement qu'il avait contribué d'une manière importante à la réalisation du projet commun. Et que chacun des crimes pour lesquels il a été déclaré coupable faisait partie de cet objet criminel commun. Dans les affaires comme Krajišnik et Šajnović, la Chambre d'appel du TPY a rejeté des arguments similaires. Ces chambres d'appel ont confirmé que pour contribuer à la réalisation d'un projet criminel commun, l'élément matériel d'un crime ne doit pas être systématiquement confirmé. Et les chambres d'appel ont également expliqué que cette manière d'interpréter la responsabilité découlant de la participation à l'entreprise criminelle commune cadre avec le principe de la culpabilité. Je vous renvoie aux arrêts dans les affaires Tadić, Martić et Brăjanin. Donc, il est équitable de tenir une personne pénalement responsable d'un crime qui a été commis dans le cadre d'un projet criminel commun qui était partagé par les autres participants à l'entreprise criminelle commune. Et même si l'accusé n'a pas provoqué directement un événement, un crime sous-jacent, dans le sens où il n'a pas participé directement à l'élément matériel de ce crime sous-jacent, le fait qu'il partageait l'intention et le fait qu'il a contribué au projet criminel commun constitue un lien de culpabilité suffisamment fort pour qu'il soit condamné sur cette base. Et c'est le bon moment pour nous pencher sur la question posée par les juges de la Chambre d'appel concernant le Srem occidental. Donc, je vais d'abord me focaliser sur ce point et puis je vais parler de l'aide et de l'encouragement un peu plus tard. Veuillez afficher la diapo correspondante. Donc, au départ, je voudrais dire que je vais expliquer la position de l'accusation en détail en répondant à vos questions. Et je commence par la question A. Notre réponse
à la question A est affirmative. L'accusation dit que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'elle a restreint son analyse de la contribution apportée par les accusés à la question de savoir si les membres de l'unité étaient impliqués dans la commission de crimes sous-jacents. La manière dont la Chambre a approché la question du SREM occidental est un bon exemple de ceci, de cette erreur de droit. Je vous renvoie à notre moyen d'appel 1 à petit i. Cela nous montre que la Chambre ne s'est focalisée que sur les crimes sous-jacents et que, par conséquent, elle n'a pas tenu compte de l'importance et de l'incidence de la contribution apportée par Stanisic et Simatovic à la réalisation du projet criminel commun. Comme je vais l'expliquer en détail en répondant à d'autres questions posées par la Chambre d'appel, deux erreurs ont été commises. Je vous renvoie au paragraphe 162. D'abord, lorsque la Chambre a conclu que les membres d'unité n'étaient pas impliqués dans les crimes reprochés, mais aussi lorsqu'elle a dit que ce comportement, lorsqu'elle a exclu le comportement concernant ces crimes sous-jacents de son analyse sur la contribution à l'ECC. Si la Chambre de première instance avait appliqué le critère correct, elle aurait conclu que Stanisic et Simatovic avaient contribué, grâce aux activités de l'unité dans le SREM occidental, à la réalisation du projet criminel commun. Cela m'amène à la question B. Et nous pouvons passer à la diapo suivante. Donc la question, pour répondre à cette question, l'accusation n'était pas tenue de démontrer que les membres de l'unité avaient commis des crimes précis sur le territoire du SREM occidental pour que Stanisic et Simatovic soient tenus responsables en vertu de leur participation à l'ECC. Donc, le critère applicable pour la contribution est la question de savoir si un comportement contribue à la réalisation du projet criminel commun. Le comportement ne doit pas être criminel en soi. Et c'est pourquoi il suffit de montrer que leur participation aux opérations de nettoyage ethnique menées dans le SREM occidental ont contribué à la réalisation du projet criminel commun. Parce qu'ils ont aidé la JNA dans ses efforts de nettoyer cette région de non-serbe. Et cela est vrai même si le comportement de l'unité n'était pas criminel en soi, quand on le regarde isolément en dehors du contexte. Et je souhaite insister sur ce point en raison de la manière dont votre question a été formulée. Mesdames et messieurs les juges, pour répondre à la question C, et nous pouvons passer à la diapo correspondante, les éléments de preuve montrent qu'il n'existe aucun doute raisonnable que Stanisic et Simatovic se sont comportés sur le territoire de SREM occidental de manière à contribuer à la réalisation du projet criminel commun. Lorsqu'on considère leur comportement dans le contexte approprié, les éléments de preuve montrent que eux-mêmes et les membres de leurs unités ont participé ensemble avec la JNA et les autres fers serbes dans les crimes, ont participé à la commission des crimes de persécution, d'expulsion et de transfert forcé. Je souhaite vous signaler 3 séries de conclusions et plusieurs éléments de preuve qui existent sur ce point. D'abord, je vais parler du contexte qui entoure le nettoyage ethnique, parce que le contexte est un élément clé pour comprendre ces événements. Ensuite, je vais parler de la nature et des activités de l'unité du moment où elles se sont déroulées, et ensuite des éléments de preuve concernant le rôle joué par Stanisic et Simatovic. Pour ne pas devoir passer à huis clos, je vais renvoyer aux citations, je vais renvoyer à notre mémoire d'appel et aux différents jugements et arrêts. Alors, nous allons commencer avec le contexte criminel. Et je ferai ici référence aux éléments de preuve tels que
fait référence dans les paragraphes 159, 170 et 312 du jugement qui montre bien qu'il s'agissait bien d'une opération générale de nettoyage ethnique telle que envisagée dans le cadre du plan criminel. La Chambre de première instance, et j'aimerais aussi faire référence au jugement au paragraphe 378 et 379. La Chambre a conclu que du mois d'août 1991 et pendant l'automne 1991, les forces serbes ont largement nettoyé les villes croates et les villages du Srem occidental, et notamment les villages de Babska et de Sarengrad, à quelques kilomètres seulement de Ilok. Et la Chambre a reconnu qu'à l'époque, eh bien, il y avait un système mis en place qui visait à déplacer autant de Croates que possible de manière forcée, paragraphe 162. Les forces serbes ont donc poussé les civils non serbes qui fuyaient Babska et Sarengrad, ainsi que d'autres villages à côté d'Ilok, vers le village d'Ilog, jusqu'à ce qu'Ilog ait vu sa population doubler. Mais Ilog n'était pas un refuge pendant très longtemps, puisque les forces serbes ont commencé à bombarder Ilog, et à nouveau, eh bien, le JNA a proposé un nouvel ultimatum en coupant l'électricité et en empêchant la livraison de denrées humanitaires. La Chambre a conclu que les résidents et les réfugiés n'avaient pas d'autre choix véritable que de quitter leur ville. Ils ont été forcés à abandonner leur domicile, laisser tout de côté, parce que justement ils faisaient face à une peur constante. Et le 17 octobre, eh bien, 8000 réfugiés croates essentiellement ont quitté Ilok, et les Serbes ont commencé à s'installer dans leur maison. Ainsi, on voit bien donc qu'il y avait une intention de nettoyage ethnique dans le cadre de l'unité déployée par Stanisic et Simatovic. Et c'est bien ça la différence. Nous ne sommes pas en train de dire que toutes les opérations militaires ou toutes les opérations militaires serbes qui ont été menées pendant la période de l'ECC étaient nécessairement une opération de nettoyage ethnique. Mais les faits montrent bien que cette opération en particulier, telle que l'opération de Bosanski-Shamatz, était bien une opération de nettoyage ethnique. Ce qui m'amène à mon deuxième point, concernant la nature et le timing également, la participation de l'unité. Et je demanderai à ce que cette diapo ne soit pas projetée au public. L'unité a participé à cette opération dans la zone donc, des villages de Babska et de Sarengrad, juste à l'extérieur des Ilok. Conformément à la nature des activités menées dans la région, la JNA a à nouveau émis un ultimatum aux deux villages, et le texte faisant référence à cet ultimatum, le 28 septembre 1991 à Babska, et la pièce P488, qui remontre que même si effectivement les villageois étaient pacifistes et ne représentaient pas véritablement de menace, s'ils refusaient de rendre leurs armes, eh bien, ils allaient être complètement éradiqués de la surface de la Terre. Et c'est le 4 octobre 1991 que la JNA a commencé à attaquer les villages en les bombardant et en tuant des civils. On a ici donc la pièce de preuve qui est citée dans la note de bas de page 776. Dans la pièce P487, on voit bien donc les résultats des analyses de l'ECMM qui montrent à quel point donc, les violences ont été particulièrement sévères dans les villages de Babska et de Sarengrad. On voit ainsi donc, que ces éléments de preuve montrent que l'unité a d'abord mené des opérations de reconnaissance, ont ensuite complètement rasé le terrain autour de Babska. Ils ont
détruit un certain nombre de bâtiments dans les villages et ils ont donc pris en otage la colline de Pajos près de Sarengrad. C'est là où ils ont donc mis sur pied le camp de l'unité et le poste de commandement avancé. Et ainsi, donc, il était impossible pour les Croates qui avaient quitté leur village de retourner s'installer chez eux. Alors, en ce qui concerne donc le contexte temporel, eh bien, nous avons donc le témoignage de RFJ 137 qui montre bien que l'unité a mené des opérations de reconnaissance en septembre et qui a commencé donc à rentrer dans le village de Babska juste après la JNA, à un moment où donc les villageois avaient déjà été déplacés et avaient trouvé refuge à Ilog. Pareil, troisièmement, les éléments de preuve montrent que Stanisic et Simatovic étaient personnellement impliqués dans cette attaque. Je vous renvoie au paragraphe 388, 405 et 407 du jugement, puisque ils ont tous les deux formé, déployé l'unité d'élite qui a ensuite mené ces opérations. Et nous avons donc des références spécifiques qui sont notamment données dans le paragraphe 100 du mémoire d'appel de l'accusation, puisque l'unité a effectué des opérations de reconnaissance dans la zone et ensuite donné un rapport à Simatovic. Que Simatovic a également rencontré les responsables de la JNA qui lui ont ensuite fait un rapport sur les opérations de reconnaissance avant la mission. Par ailleurs, Simatovic a partagé cette information avec l'unité avant de leur déploiement. Il a été prouvé également que l'unité a été déployée dans le cadre du commandement local de l'unité, Krnogorak, que l'unité avait pu avoir une communication directe via radio avec la JNA pendant l'opération et qu'après l'opération, à la fois Stanisic et Simatovic avaient donc rencontré les membres de l'unité pour discuter de l'opération et qu'ils avaient mis sur pied le camp de Pajos ainsi que le poste de commandement avancé et que la Chambre a pu donc ensuite conclure que tous ces hommes avaient participé à des opérations de nettoyage ethnique. Donc pour conclure, la suggestion de la Chambre que l'unité de Stanisic et Simatovic a uniquement participé à des combats militaires légitimes qui n'avaient rien à voir avec d'opérations de déplacement forcé, qui était là l'objectif donc des forces serbes, est tout simplement peu réaliste et n'est pas cohérent avec les éléments de preuve présentés. Les membres de l'unité ne peuvent pas être séparés de la nature de l'opération. Le procès montre bien qu'en participant à cette opération d'opération ethnique, les membres de l'unité eux-mêmes ont également commis des crimes de persécution, d'expulsion et de transfert forcé. Et il n'y a aucun doute raisonnable que leur conduite a contribué au plan criminel commun qui visait donc à expulser les populations non serbes de la zone. Et ces contributions auraient dû être prises en compte par la Chambre de première instance. Alors avant de passer à la question de Sandsky Most, j'aimerais revenir sur une deuxième erreur qui a été commise par la Chambre de première instance lorsqu'elle a évalué la contribution de Stanisic et Simatovic à l'ECC, qui est directement donc lié à la question des opérations de Sandsky Most. Et donc nous sommes ici dans la troisième branche du motif d'appel présent dans le mémoire d'accusation. Au paragraphe 453 du jugement, la Chambre conclut avec erreur que l'accusation ne souhaitait plus poursuivre le chef d'accusation de déplacement forcé. Mais l'accusation a clairement indiqué que cela était faux. L'accusation a maintenu ses poursuites depuis le premier chef, le premier acte d'accusation jusqu'au mémoire de clôture.
Il semblerait que la conclusion tirée de la Chambre est basée sur une mauvaise interprétation d'une phrase au paragraphe 881 du mémoire de clôture de l'accusation qui fait référence à des attaques, des meurtres et d'autres crimes tels que définis ci-dessus. La Chambre considère que cela vient limiter les poursuites engagées par l'accusation et exclut ainsi le déplacement forcé dans le cadre des opérations de Sansky Most, mais paragraphe 863 et 880. Mais la Chambre semble ignorer le fait qu'au paragraphe 863, eh bien, l'accusation indique que les hommes d'Arkane étaient déployés à Sansky Most en 1995 pour, je cite, expulser les quelques non-serbes restants. Par ailleurs, un peu plus haut, au paragraphe 654, l'accusation maintient à nouveau que les crimes perpétrés à Sansky Most en 1995 avaient pour objectif d'expulser les non-serbes restants. Ainsi, les meurtres perpétrés en Sansky Most 1995 étaient bel et bien destinés à une opération d'expulsion. Mais la Chambre semble ne pas prendre en considération le fait que ces opérations avaient pour objectif de poursuivre ces opérations de nettoyage ethnique telles qu'indiquées dans le paragraphe 882 et ainsi de favoriser le déplacement forcé de la population. La conclusion étonnante de la Chambre est complètement en contradiction avec le reste de notre mémoire en clôture, puisque lorsque l'on lit ce mémoire en clôture, eh bien, on voit clairement que l'accusation n'abandonne absolument pas les poursuites en précisant justement les crimes ci-dessus. Et cela fait effectivement, donc, alors que ça fait de nombreuses années que l'accusation poursuivait ces chefs d'accusation. Donc ce n'est pas une question concernant les droits de l'accusé d'être informé. Les accusés comprenaient très bien que ces chefs d'accusation étaient maintenus et ils ont d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises ces chefs d'accusation dans leur propre mémoire. Donc, tout doute que la Chambre pouvait avoir aurait dû être résolu lors du réquisitoire final de l'accusation, lorsque l'avocat principal du bureau du procureur faisait référence aux preuves concernant les paiements effectués par les services de sûreté de l'État aux hommes d'Arkane en connexion donc avec les opérations de Sansky Most de 1995 afin donc de s'assurer justement qu'ils puissent contribuer au plan criminel qui visait à expulser les non-serbes et à poursuivre ainsi l'opération de nettoyage ethnique. Cet argument aurait dû effectivement pousser la Chambre à demander des questions complémentaires à l'accusation, mais la Chambre est plutôt s'est plutôt tournée vers une conclusion qui considérait que cet élément était fausse et nous devons donc corriger ce point en appel. Ce qui m'amène à la question 1, question qui peut être projetée au public. Alors, pour répondre à votre question A, notre réponse est oui. La Chambre de première instance a bel et bien commis une erreur de loi au paragraphe 453 en restrictant son analyse à savoir si les paiements provenant des services d'État de sûreté ont été attribués à des membres spécifiques des hommes d'Arkane qui ont participé à la commission des meurtres du septembre 1995. C'est une définition bien trop étroite et qui reprend donc les deux erreurs juridiques que je viens de mentionner. Il s'agit ici d'un autre exemple d'une erreur effectuée commise par la Chambre de première instance. Et l'impact de cette erreur se retrouve ensuite dans la décision de la Chambre qui vise à ignorer justement les poursuites pour déplacement forcé. Donc, il semblerait effectivement que que la Cour a considéré que
seuls les incidents criminels faisant l'objet de poursuites peuvent être considérés comme une contribution et que seuls les incidents criminels en question pouvaient être considérés comme des meurtres incriminés. Mais si effectivement la Chambre n'avait pas fait ces deux erreurs et avait considéré les paiements pour les hommes d'Arca comme un élément de contribution au plan criminel, alors la situation serait bien différente. N'oublions pas qu'Arkane était un membre de l'ECC et était connu pour sa barbarie et pour sa violence ethnique envers ses hommes. Et cela doit être pris en considération. Par ailleurs, nous devons considérer que le simple fait de payer l'ECC, qui est sous le commandement de notre membre de l'ECC, doit être considéré comme une contribution à l'ECC. Pour répondre à la question B doit aussi être répondue par oui, puisque Stanisic et Simatovic doivent être responsables également de l'ECC suite aux paiements effectués par les services de sûreté à la garde des volontaires serbes, même si on ne pouvait pas établir exactement à qui ces paiements avaient été effectués. Et j'inclus ici donc les meurtres inculpés, en plus donc des questions de persécution, de transfert forcé et d'expulsion, puisque l'accusation n'a absolument pas abandonné les poursuites pour ses chefs d'accusation. Il suffit donc de montrer que Stanisic et Simatovic ont bel et bien payé les hommes d'Arkane pendant la période d'opération pour prouver leur participation. Ils ont participé à l'objectif général donc de l'opération de nettoyage ethnique. Et j'aimerais vous rappeler, mesdames et messieurs les juges, que cette opération de Sansky Mosque faisait partie d'une opération plus grande encore dans la région qui visait donc encore une fois à expulser les populations non serbes. Les membres de l'unité Bozovic et Filipovic ont été envoyés pour coordonner cette opération et ils étaient eux aussi payés par le service de sûreté d'État. Et je vous renvoie donc à l'élément de preuve tel que cité dans notre mémoire d'appel, paragraphe 38, troisième point. Et comme je reviendrai sur ce point par la suite pour la question C, les éléments de preuve montrent que l'unité SDG de Sansky Mosque était de manière générale payée par le service de sûreté d'État. Ainsi, tous les membres spécifiques de cette unité qui ont commis des crimes ont été payés, même si nous ne disposons pas de leur nom. Mesdames et messieurs les juges, bien sûr que ça aurait été idéal que d'avoir des preuves indiquant les noms des membres spécifiques de cette unité SDG qui ont commis les crimes des massacres d'assassinat et de Trenova. Ou les membres spécifiques de l'unité SDG qui ont été arrêtés, qui ont passé à tabac, qui ont violé des victimes spécifiques. Mais c'est complètement irréaliste, surréaliste même, et c'est contraire aux intérêts de la justice que de nécessiter une telle liste pour établir la responsabilité d'un accusé de haut niveau. Il ne s'agit pas d'une affaire contre un auteur principal ou un auteur direct. Il s'agit ici d'un... et la jurisprudence, d'ailleurs, montre bien qu'une affaire de cette nature qui comprend différents membres d'une CC qui ont facilité donc, la commission de crimes, qu'il est suffisant dans ce cas-là d'identifier l'auteur en tant que groupe. Or, on le voit notamment dans le mémoire d'appel de Caramera au paragraphe 605, on peut appliquer ce même principe dans ce cas-ci, dans cette affaire qui nous concerne, et tel que vous pouvez le voir dans notre mémoire en réponse au paragraphe 394. Ce qui m'amène donc à la question C, et cette fois-ci, donc, la diapo doit rester confidentielle. Donc, pour ce qui est des moyens de preuve de paiement aux membres de la SDG, élimine tout doute raisonnable par rapport au comportement, à leur comportement qui donc a permis la réalisation du plan criminel commun. Il y a deux groupes de moyens de preuve. D'abord,
les moyens de preuve démontrant que la SDG a été impliquée au crime à Sansky Most. Ensuite, les moyens de preuve démontrant que la DB payait les membres de la SDG à Sansky Most. Et ensuite, brièvement, comment ces paiements concordaient avec l'image plus large du soutien de la DB à la SDG d'Arkane en tant que membre de la ECC. D'abord, les moyens de preuve démontrent que les paramilitaires d'Arkane ont commis des crimes à Sansky Most. Pour ce qui est de maîtres inculpés, la Chambre a conclu qu'ils ont massacré des non-serbes en masse, assassinat et à Trnovo. Ensuite, la violence lors des persécutions, y compris des détentions illégales. Et la Chambre a reconnu que les membres de la SDG ont commis des crimes violents, à savoir des persécutions, des meurtres, ainsi que d'autres crimes violents, y compris des viols et d'autres assassinats. Et encore la présence de Arkane et des membres de la SDG ont contribué aux conditions coercitives qui ont fait déplacer les non-serbes restants. Et c'est la pièce 2D, 160 pages de vue. L'ampleur et la nature bien organisée de ces crimes, en particulier la détention et des opérations de meurtre en masse, tous les membres de la SDG à Sansky Most qui ont participé à cette opération à Sansky Most ont participé à cela, soit directement, soit en soutenant cela. Et il ne s'agissait pas de crimes opportunistes commis par certains membres de la SDG qui étaient déserteurs. Il s'agissait donc des individus qui faisaient cela depuis des années, et c'est pour cela que leur seule arrivée a terrifié la population. Je vous rappelle également que Arkane, en tant que membre de l'ECC, était présent en personne pour surveiller cette opération. Le deuxième groupe de moyens de preuve concerne les paiements faits par la DB aux membres de la SDG par rapport à l'opération à Sansky Most. Au paragraphe 453, la Chambre de première instance a admis les moyens de preuve démontrant que la DB payait les membres de la SDG qui opéraient à Sansky Most, y compris plusieurs membres nommés qui ont été identifiés en tant qu'auteurs directs des violences contre les non-serbes. Dans le dossier de l'affaire ont été versés les moyens de preuve démontrant donc en détail les paiements liés à l'opération à Sansky Most 1991. Je fais référence au témoignage confidentiel du témoin RFJ 088 et aux pièces à conviction confidentielle P826, P541 et P543. Il s'agit des fiches de paix de septembre et d'octobre 1995 qui confirment que la DB a payé les membres de la SDG de façon régulière pendant l'opération à Sansky Most. Et c'est ce qui m'emmène à mon troisième point. Donc, ces moyens de preuve concordent avec l'image plus large de financement par la DB des paramilitaires et en particulier les membres de la SDG. Il y a des témoignages et des moyens de preuve documentaires qui se corroborent mutuellement, démontrant que Stanisic et Simatovic payaient les membres de la SDG avant, pendant et après l'opération à Sansky Most. Au paragraphe 348, la Chambre de première instance a rejeté l'argument présenté par Stanisic, selon lequel il n'était pas, cela ne relevait pas de sa compétence de décider et d'approuver ses paiements. Et également, il est démontré que Simatovic signait ses fiches de paie pendant toute l'année 1995. Et les témoignages des témoins concernant la façon dont ces paiements ont été faits montrent que l'unité ont été payées en tant qu'un ensemble. Et je fais référence à la note de bas de page 186 ainsi qu'à la note de bas de page de 138 de notre mémoire en appel. Il n'y a aucune suggestion dans les moyens de preuve que la DB choisissait des individus qui recevaient ces paiements pendant qu'elle excluait d'autres membres de l'unité de ces paiements. Ces fiches de paie qui ont été obtenues par les autorités, des autorités nationales, beaucoup de temps après les dépositions de témoins, corroborent leur déposition.
Vous pouvez voir vous-même comment ils s'étayent mutuellement, ces témoignages et ces informations dans les fiches de paie. Par exemple, deux membres de la SDG que vous avez mentionnés dans votre question ont témoigné qu'ils ont participé en 1994 et 1985 à ces opérations. Leurs noms apparaissent dans ces fiches de paie à l'époque de ces opérations. Ils ont confirmé qu'ils ont reçu de l'argent à l'époque. Par exemple, les pièces confidentielles P1128, P2649, pages 16 à 22. D'autres membres de la SDG qui ont participé aux mêmes opérations se figurent également sur les mêmes fiches de paie. C'est dans la dernière partie de la note de page 239 de notre mémoire d'appel concernant les témoins de la SDG. Outre ces listes de paie, les moyens de preuve montrent que la DB de Serbie a également financé beaucoup d'autres coûts de la SDG, par exemple les prestations pour les blessés, pour les non-employés. Ils avaient également une assurance maladie de la part du MOUC de la Serbie, des notes de bas de page 186 et 241 de notre mémoire en appel, également la pièce de D00160. Madame la juge, pour le compte-rendu, je fais référence à d'autres informations dans des pièces à conviction confidentielles P02304, pages 127 à 131, ainsi que 216 et 221. Puis, la pièce P02307, page 10, P02309, la première page, et P02310, page 37. Et maintenant, quelques mots concernant l'impact de ce soutien financier de Stanislav Simatovic concernant les crimes inculpés. Donc, cela ne peut aucunement être exagéré. La SDG était une unité paramilitaire composée des mercenaires payés et placée sous le contrôle direct d'Arkan en tant que membre de la trace criminelle commune. Ils ont été financés par le DB, qui était rendu possible par Stanisic et par Simatovic, et qui ont permis à la SDG de recruter ses membres et de les déployer en grand nombre pour ce qui est essentiel pour le succès de leur campagne criminelle. Les moyens de preuve concernant le soutien financier de la DB aux membres de la SDG pendant l'opération Sanskimos en 1995, pendant laquelle ils ont de façon brutale persécuté et tué ainsi que déplacé par la force les non-serbes restants, éliminent tout doute raisonnable concernant le comportement de Stanisic Simatovic en tant que comportement permettant la réalisation de ce projet criminel commun. Ensuite, le deuxième moyen d'appel de l'accusation aider et encourager. Ici aussi, la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que Stanisic et Simatovic, de façon consciente, ont contribué considérablement à la commission des crimes par les forces serbes à Bosanski Shamac. Mais la Chambre de première instance a omis de se pencher sur d'autres façons dont ils ont aidé à encourager la commission des crimes prouvés à d'autres localités. Et c'est pour cela qu'il n'a pas jugé complètement cela. Donc, la peine au jugement au paragraphe 608, où la Chambre a dit que l'accusation n'a pas réussi à prouver la planification, les ordres, ainsi que le fait d'avoir encouragé d'autres crimes inculpés dans l'acte d'accusation, ne représente pas une opinion motivée. Il n'est pas possible de déterminer sur la base de quoi la Chambre de première instance est arrivée à cette conclusion. Il n'y a pas d'indication non plus que la Chambre de première instance aurait donc considéré d'autres modes de responsabilité pour ce qui est des crimes autres que ceux commis à Bosanski Shamac. Et il est clair, au contraire, que la Chambre de première instance a limité son examen d'autres modes de responsabilité à ce seul cas où elle a considéré leur contribution à la ECC. Maintenant, je vais parler de deux exemples de cette erreur. D'abord, le comportement des accusés avant l'ECC et deuxièmement, l'implication des membres de l'unité à ces crimes. Donc, la Chambre
Cela illustre l'erreur de la Chambre de première instance parce qu'elle a conclu que le CC a commencé à exister au plus tard en août 1991, lorsque la Chambre a évalué l'aide de Stančić et Cimatović dans la SAO-SSBO. Avant l'août, a conclu que non seulement ils ont conseillé Hadžić, mais qu'ils ont conclu qu'il y avait des moyens de preuve démontrant que Stanisic aurait pu donner des armes à la SAO-SBSO dans la première partie de 1991. Au paragraphe 537, la Chambre, de façon explicite, néglige ces moyens de preuve puisque cela concerne la période antérieure à la ECC. C'est correct pour ce qui est de ce mode de responsabilité. Le comportement avant l'existence du plan, du projet criminel, peut démontrer l'intention, ne peut pas être représenté une contribution. Mais la Chambre donc a commis une erreur puisqu'elle ne s'est pas repenchée sur ses moyens pour évaluer si ce soutien représentait l'aide et l'encouragement à la commission des crimes. Si la Chambre donc s'est penchée sur cela pour ce qui est des crimes commis en dehors de Bosanski Šamac, la Chambre aurait nécessairement conclu que cela dans ses conclusions factuelles, mais la Chambre n'a pas jugé tous les types de comportements pertinents. Et l'erreur similaire a été faite par la Chambre concernant l'assistance fournie par les accusés dans la SAO de Krajina avant l'existence de l'OCC. Le deuxième exemple, la Chambre n'a jamais donc considéré d'autres crimes retenus dans l'acte d'accusation prouvé pour déterminer si l'accusé en assisté ces crimes. Lorsque la Chambre a conclu que les membres de l'unité y étaient impliqués, elle ne s'est jamais posé la question si les accusés les ont aidés et encouragés dans la commission de ces crimes. Par exemple, concernant les crimes commis à Doboj, la Chambre a conclu qu'il n'a pas été prouvé que les membres de l'unité s'y trouvant y ont été envoyés par les accusés. Mais pour ce qui est du moyen d'appel numéro 2, il est important de dire que la Chambre n'a jamais donc considéré d'autres moyens d'aide que Stanisic et Cimatović ont fourni pour ce qui est de la commission des crimes à Doboj. Et, par exemple, pour ce qui est de l'entraînement, comme ça a été retenu pour Bosanski Šamac, la Chambre de instance aurait dû conclure la même chose pour Doboj ou au moins considérer cela. De façon similaire, la Chambre n'a jamais donc considérer si les paiements aux hommes d'Arkane représentaient également l'aide et l'encouragement pour les crimes qu'ils ont commis à Sanski Most. Et cela donc nous amène aux questions concernant Sanski Most. La réponse à la question B est oui. Ils ont payé les paramilitaires d'Arkane pendant l'opération à Sanski Most et c'est comme ça qu'ils ont aidé à encourager la commission des crimes de persécution, de meurtre, du déplacement forcé, bien qu'il ne soit pas possible d'identifier les membres concrets qui ont perpétré ces crimes. Mais en payant, les membres de l'unité qui ont commis l'opération, le nettoyage ethnique à Sanski Most, Stanisic et Cimatović, ont eu une influence considérable sur la commission de ces crimes. Comme j'ai déjà expliqué, la position de l'accusation est la suivante. D'abord, Stanisic et Cimatović ont payé les membres concrets de l'unité qui ont perpétré des crimes, comme démontré par les témoins et par les fiches de paix, où on peut voir que toute l'unité a été payée pour mener cette opération. Et deuxièmement, selon la position de l'accusation, tous les membres de la SDG ont été impliqués à des crimes commis en masse en Sanski Most de façon directe, de façon indirecte et par leur seule présence intimidant en tant qu'hommes armés dans cette région et demander à établir un lien direct entre Stanisic et Cimatović d'un côté et une personne nommée pour laquelle a été constaté qu'il était meurtrier va au-delà du critère juridique de responsabilité pour aider et encourager. Et la réponse, donc, pour répondre à la question C, pour les mêmes raisons, il a été démontré, au-delà de tout doute raisonnable, que Stanisic et Cimatović ont payé les membres de la SDG pendant les opérations à Sanski Most, que ce comportement a eu un effet considérable sur la commission des crimes. C'est comme cela que les membres de la SDG ont été payés pour leur participation à des arrestations, détentions, des abus, des viols et meurtres dénoncés à Sanski Most, ce qui les a encouragés et les a permis de continuer à faire cela. Maintenant, je passe aux questions concernant l'aide et l'encouragement dans le Srem oriental. La réponse
réponse à la question B est également oui. Stanisic et Simatovic ont aidé, ont encouragé la commission des crimes commis dans l'extrême occidental, bien qu'il n'y ait pas été prouvé au-delà de tout raisonnable que les membres de l'unité ont commis des crimes retenus dans l'acte d'accusation dans cette région. Comme je l'ai déjà dit, à la réponse, pour ce qui est de l'ECC, l'unité a été impliquée dans de nombreuses activités contribuant au nettoyage ethnique, incluant les opérations de reconnaissance. Ils ont chassé des hommes restants sur le terrain, ils ont ratissé le terrain pour la sécuriser, etc. Et donc cela représentait, ce comportement représentait la participation directe à ces crimes. Et pour ce qui est de la question B, pour y répondre, je veux dire que cette participation a aidé de façon considérable les auteurs principaux des crimes. Et pour ce qui est de la réponse à la question C, j'ai déjà parlé des moyens de preuve démontrant que les membres de cette unité ont contribué de façon considérable à la commission des crimes retenus dans l'acte d'accusation en formant, en entraînant et en déployant cette unité d'élite. Stanisic et Simatovic ont aidé, ont encouragé la commission de ces crimes. En participant dans cette opération, Stanisic et Simatovic ont assisté la commission de ces crimes de persécution et du déplacement forcé de façon considérable. Et pour résumer, concernant l'erreur dans notre moyen d'appel 2, la Chambre de première instance n'a pas statué sur tous les modes de responsabilité par rapport à tous les crimes retenus dans l'acte d'accusation. Et maintenant, notre dernière partie concernant les erreurs de la Chambre de première instance, les erreurs de droit et de fait concernant l'évaluation de l'intention partagée des deux accusés pour ce qui est de l'ECC. Après avoir conclu que Stanisic et Simatovic ont contribué à la réalisation de l'ECC, la Chambre a évalué la question de savoir s'ils ont partagé l'intention qui a permis la réalisation du plan criminel commun. Ici, la Chambre a appliqué le droit de façon incorrecte. Et au lieu de se pencher sur la totalité des moyens de preuve pour ce qui est de prouver l'intention partagée au-delà de tout raisonnable, la Chambre s'est penchée sur des moyens de preuve en isolement. Et dans chaque cas, elle a trouvé que le moyen de preuve ne peut pas prouver l'existence de l'intention partagée, mais c'est complètement erroné. La Chambre d'appel a confirmé à plusieurs reprises que ce critère, au-delà de tout raisonnable, ne peut être appliqué que sur l'ensemble des moyens de preuve. C'est paragraphe 1103 dans l'arrêt de Popovic. À la fin de l'analyse concernant l'intention partagée, la Chambre de première instance a dit qu'elle est arrivée à cette conclusion en se penchant sur l'ensemble des moyens de preuve pertinents. Mais ce ne peut pas être le cas, puisqu'on peut voir nulle part que la Chambre a considéré tous les moyens de preuve. Au contraire, il y a plusieurs indications selon lesquelles la Chambre n'a pas appliqué de façon régulière ce critère au-delà de tout doute raisonnable sur les moyens de preuve isolés. Et la Chambre n'a jamais expliqué pourquoi il y avait des déductions alternatives qui auraient pu être adoptées après l'analyse. Par exemple, la Chambre de première instance a analysé les moyens de preuve concernant le soutien de Stanisic et Simatovic au Serbes de la Krajina au printemps et en été 1991 et a conclu au paragraphe 779 que, je cite, ne sont pas concluants pour ce qui est de prouver leur intention partagée. La Chambre n'a jamais considéré s'il y avait la possibilité de déduire une conclusion alternative sur la base de ce qu'ils ont fait pendant 4 ans. À savoir, ils ont aidé de façon délibérée le nettoyage ethnique à Bosanski-Shamat. De la même façon, lorsque la Chambre a analysé la pièce P2790, une conversation privée interceptée entre Stanisic et Karadzic du 22 janvier 1992, où ils ont dit que les Croates
vont avoir 30 années de torture et de meurtre. Et je cite, Stanisic menace de les exterminer complètement. Paragraphe 581, la Chambre a conclu que ces commentaires, je cite, ne démontrent pas en eux-mêmes l'intention de donc permettre à la réalisation du projet criminel commun. La Chambre de première instance a également conclu que même les commentaires de Stanisic ont été donc déconcertants. On ne peut pas exclure la possibilité que ce choix malheureux de mots était nécessairement l'expression littérale de son intention. Monsieur le Président, pour ce qui est des tortures, des meurtres et des exterminations, on ne peut pas donc les négliger vu les moyens de preuve démontrant que Stanisic a supporté de façon active les tortures, les meurtres et exterminations avec l'intention discriminatoire. Ce même problème subsiste. Chaque fois que la Chambre de première instance analyse l'intention requise. Au paragraphe 130 de notre mémoire, nous avons présenté plusieurs autres exemples des situations où la Chambre a rejeté des éléments de preuve particuliers en disant qu'il ne suffisait pas pour démontrer l'existence de l'intention requise au-delà de doutes raisonnables. Mais la question n'est pas de savoir si un élément de preuve isolé permet d'arriver à une conclusion au-delà de tout doute raisonnable. Il faut considérer les éléments de preuve dans leur ensemble. Avant de conclure qu'ils conduisent à tirer une seule conclusion raisonnable. Donc ce qui compte, c'est le poids de tous les éléments de preuve envisagés dans leur ensemble. Et donc la Chambre de première instance a appliqué de manière erronée le critère de doute raisonnable à des éléments de preuve individuels. Et cela constitue une erreur de droit. La Chambre de première instance était tenue d'attribuer le poids approprié à tous les éléments de preuve produits et elle ne l'a pas fait lorsqu'il s'agit des éléments de preuve relatifs à l'intention requise. Je renvoie en particulier à l'enregistrement vidéo fait à Kula, pièce P256. Au bout du compte, c'est la conclusion que Stanisic et Simatovic ont contribué de manière importante à l'opération menée à Bosanski-Shamatz, sans partager l'intention de réaliser le projet criminel commun. Cette conclusion, elle ne cadre pas avec le dossier de l'affaire. La Chambre de première instance a reconnu que Stanisic et Simatovic ont délibérément envoyé un groupe d'hommes entraînés pour effectuer un nettoyage ethnique dans le cadre d'une opération qui visait cet effet. Et la Chambre a étudié leur comportement en isolation et elle a conclu qu'ils avaient peut-être aidé et encouragé des crimes, mais sans partager l'intention criminelle. Et lorsque vous, cependant, regardez les autres conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant la longue coopération et le soutien assuré aux autres membres de l'entreprise criminelle commune, il est clair qu'ils savaient qu'ils cherchaient à réaliser un projet criminel commun. Par exemple, quand on sait que la formation a été assurée pour les hommes qui ont poursuivi des attaques, que ces formations ont été organisées non pas dans un seul camp d'entraînement, mais dans plusieurs, dans toute la région et au cours de longues années. Et qu'un soutien a été assuré à des groupes paramilitaires tels que les Scorpions ou la SDG d'Arkane. Les membres de l'unité ont été impliqués dans de nombreux crimes liés au nettoyage ethnique en Croatie et en Bosnie, dans des localités comme Bilje et sur le territoire de Srem occidental ainsi qu'à Doboj, et ainsi qu'à Brčko et dans la Bosnie orientale. Tout cela fait partie d'un
scénario de crime général. Et si vous ajoutez à cela les communications qu'ils ont échangées à l'époque, la manière dont Stanisic et Martic, un autre membre de l'ECC, se sont félicités d'avoir réussi dans leurs objectifs. Regardez aussi les échanges que Stanisic a eus avec Karadzic. Et le fait que Stanisic a promu Simatovic pendant que les crimes étaient en train d'être commis à Bosanski-Shamatz. Regardez aussi le fait, l'enregistrement vidéo fait à Kula en 1997, où Stanisic et Simatovic se tiennent devant une carte où sont montrés tous les camps d'entraînement différents. Donc, le nombre d'éléments de preuve démontrant qu'ils partageaient l'intention requise est très, très, très important. Donc, messieurs les juges, nous pensons donc qu'il a été prouvé, au-delà de doute raisonnable, que Stanisic et Simatovic partageaient l'intention avec les autres membres de l'ECC et dont ils ont été membres eux aussi. Voilà, c'est la fin de l'exposé des arguments de l'accusation. Nous nous tenons à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez avoir. La présidente, merci beaucoup. Nous n'avons pas de questions à poser. Nous levons l'audience pendant 5 minutes pour prendre une pause et puis nous allons entendre la réponse de M. Stanisic.